Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Ce matin, dans le journal, notre collègue Karine Gagnon qui attire l'attention sur un cas absolument ahurissant, une histoire fantastique qui nous parvient aujourd'hui alors qu'un homme reçoit un doctorat honoris causa, un diplôme honorifique de l'Université Laval. Il s'agit de Luc Vigneault, qui est le premier père aidant en santé mentale du Québec, quelqu'un qui est lui-même atteint de schizophrénie, qui est passé au travers de toutes sortes d'aléas dans la vie, mais qui maintenant accompagne, travaille, aide avec les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale au Québec. On lui parle tout de suite. Luc Vigneault, bonjour. Hey, bonjour à vous. Très heureux de vous parler ce matin. Hey, très heureux. Moi aussi, tout l'honneur est pour moi, Monsieur Vigneault, parce que vous avez un parcours assez exceptionnel. Avant d'entrer là-dedans, juste commencer par nous expliquer, c'est quoi un père aidant en santé mentale? Parce que quand on dit que vous êtes le premier, mais ça veut dire qu'on a peu d'expérience avec tout ça. Ben, exactement. Ben, en fait, un père aidant, P-A-I-R, hein? Je suis pas curé. Ouais. Je suis pareil. En fait, c'est quelqu'un qui a eu la maladie. Moi, je vis avec la schizophrénie. Donc, quelqu'un qui a traversé la schizophrénie, qui s'est rétabli, qui est assez stable, puis qui maintenant aide ses pairs à traverser cette épreuve, à se rétablir. On a une formation quand même, là, on devient pas père aidant comme ça. Donc, on a une formation accréditée et puis on est embauché dans le réseau de la santé, dans les organismes communautaires un peu partout pour justement porter le message que la maladie mentale, ce n'est pas une fatalité, mais qu'on peut se rétablir. Et les gens ont tendance à mieux faire confiance à un père aidant au début. Un peu comme il y a, vous savez, en toxicomanie, le mouvement alcoolique anonyme, c'est des pères qui s'aident. Donc, Ouais. nous, on fait pas les 12 étapes, là, mais c'est juste qu'on essayer de dire que c'est le même concept. Là. C'est des gens qui ont vécu la même chose qui s'aident. Voilà, c'est ça qui est le père aidant. Oui, parce que ça permet quelque part aussi de peut-être faciliter l'entrée dans un parcours de rétablissement ou de guérison parce que des préjugés, il y en existe. Hein? Vous parliez des toxicomanes, des alcooliques, mais même en médecine, les troubles de santé mentaux, il y a encore une stigmatisation qui est faite là-dedans, là, M. Vigneault. Ah, absolument, absolument. La médecine a toujours eu une vision, je dirais, pessimiste des pronostics de santé mentale. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, là, j'ai 64 ans cette année, mais on me disait que c'est fini. Il avait dit à ma sœur, votre frère est fini. Et allô, je suis là en passant, là, mais Devant vous, là, dans votre face, il avait dit ça. Ouais, dans ma face, c'est ça. Mais c'était la mentalité d'époque. Et Dr. Roy, avec qui je fais de la recherche, faisait remarquer que il entend encore ça de certains de ses collègues. On pense que c'est des maladies graves et incurables, alors que aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, les nouvelles approches, les nouvelles psychothérapies, les nouveaux médicaments, bien, on peut avoir une vie pleinement épanouie. Puis, je suis pas une exception, là. Je suis pas... il y a plusieurs de gens comme moi, mais que ce soit le trouble bipolaire, que ce soit les dépressions sévères, les troubles obsessionnels compulsifs, etc. Bien, on peut se rétablir puis avoir une belle vie. Puis, je pense que c'est un peu ça aussi que... Puis, en même temps, ils appellent ça le savoir expérientiel, hein? Donc, les scientifiques nous ont dit, c'est notre équivalent à nous. Nous, on est allé à l'université. Toi, tu es allé à l'université de la vie pour apprendre à te rétablir. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on m'octroie un doctorat honoris causa. D'ailleurs, j'en suis très honoré. Ben oui, on imagine bien, parce que vous le dites, là, se rétablir, avant de pouvoir se rétablir, mais il faut justement être passé par toutes sortes d'épreuves. Si vous pouviez revenir un peu là, sur votre parcours, parce que avant de devenir père aidant, avant d'être capable de vous rétablir, comme vous le dites, vous avez eu beaucoup de difficultés là, en étant plus jeune, n'est-ce pas? Absolument. J'ai commencé très jeune. D'abord, je viens de Montréal, même si j'habite Québec aujourd'hui. Et puis, j'habitais près de ce qu'on appelait Louis-Hippolyte Lafontaine, l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Mais j'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles, auditives, à jeun, puis Ouais. évidemment, quand tu fais de la moi j'ai la schizophrénie paranoïde, donc c'est pas le fun des hallucinations. Donc j'étais terrifié, hein,
directement de terrifier, puis tu sais, des voix qui te disent t'es pas fin, t'es pas beau, puis bon, toutes sortes de conneries comme ça que c'est pas évident à vivre. Puis en même temps, c'est ta réalité à toi. Fait t'es convaincu que c'est vrai, là. C'est ta réalité. Donc, et à un moment donné, ben, t'es quand même conscient à travers tout ça, là. Hein, tu perds pas connaissance. Fait que tu sais qu'il y a beaucoup de stigmatisation envers les malades mentaux, tu sais, les fous, les débiles. Quand tu veux insulter quelqu'un, tu le traites de malade mental, là, tu sais. Donc, tu sais que c'est là. Tu sais, au travail, hein, vous savez, au travail, quand même, des gens n'en parlent pas de maladie mentale. J'ai des collègues médecins qui s'auto-soignent eux-mêmes, hein, pour ne pas déclarer qu'ils ont un trouble de santé mentale. Tu sais, s'ils font une dépression, n'importe quoi, ils n'en parlent pas, ils s'auto-prescrivent des affaires. Alors, c'est très puissant, là, la stigmatisation. Donc, tu arrives là-dedans, puis mon Dieu, ça te fait peur. Fait que moi, ben, c'est ça, j'étais très malade, très souffrant. Je suis tombé dans l'enfer de la drogue, comme on dit. Évidemment, j'étais plusieurs années là-dessus, puis bon, mais ça m'a pas aidé, là. Mais disons, pour moi, c'était un moyen, je pensais que c'était un moyen de m'aider, mais ça m'aidait pas pantoute. C'est venu exagérer les problèmes de santé mentale. Oui, mais et souvent, puis, c'est une échappatoire, comme vous le dites, pour échapper voilà, à la stigmatisation. Exactement. Fait que, donc, puis après ça, ben, le rétablissement est arrivé, puis j'ai rencontré des bonnes personnes, des bons cliniciens, etc. Mais c'est pas évident de retourner travailler, là. Tu sais, t'as un trou dans ton CV de 4, 5 ans. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je suis à l'hôpital psychiatrique. C'est ça. Donc, c'est pas des fois, ça passe moins bien. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est mieux, là, faut le dire, mais il reste encore. Parce que 80%, hein, c'est les chiffres, 80% des gens qui ont des troubles graves comme moi sont sans emploi. Alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, c'est fascinant quand même. Puis c'est des gens, comme moi, comme vous voyez, moi, je travaille à temps plein, là. Je suis rétabli. C'est pas parce que c'est une maladie grave comme ça que la vie s'arrête là. Bien au contraire. Oui. Puis vous dites. Oui. Ouais, vous dites que vous êtes rétabli. Reste que la schizophrénie, j'imagine, ça reste à vie. Est-ce que c'est parce que vous avez appris à gérer les symptômes, à les comprendre, à les modérer? Comment vous faites pour vivre aujourd'hui avec cette maladie-là? Ben, vous l'aviez si bien dit, hein, rétabli, c'est pas guéri. Je suis pas guéri. Mais quand tu suis, moi, je suis suivi d'abord en clinique par un médecin de famille. Hein, j'ai plus besoin d'aller en psychiatrie avec une équipe infirmière, etc. J'ai des pères aidants qui m'aident beaucoup. Je prends encore de la médication, là, légère médication. Puis j'ai une hygiène de vie, hein, c'est-à-dire que pas de drogue, je peux pas. Donc, je bois presque pas d'alcool. J'essaie de régulariser mon sommeil. Respecter de pas dépasser mes limites au niveau du travail, une bonne alimentation, l'exercice physique, bref. Ce qui fait que j'entends plus de voix, là, j'ai plus d'hallucinations. Mais je reste avec un peu de paranoïa des fois, mais quand quelqu'un me dit non, ça, Luc, là, c'est dans ta tête, là, c'est pas la vie. J'arrive à distinguer quand on me dit que la réalité de la paranoïa, par exemple, ça c'est des choses comme ça. De l'angoisse, d'anxiété, évidemment, j'ai un peu de misère à vivre avec ça, mais on fait de la médiation, de la méditation, pardon, etc. Donc, je dois faire attention. Comme, tu sais, quelqu'un qui a une autre maladie chronique, le diabète, pas le nommer, ces gens-là, il faut qu'ils fassent attention à leur alimentation, faut qu'ils prennent un peu d'exercice, pas trop d'alcool, puis prendre certains médicaments. La maladie mentale, c'est pareil, c'est comme d'autres maladies, maladie du cœur, etc. Ça prend une structure, ça prend une hygiène. Exactement. Il faut avoir une structure, une hygiène de vie, puis faire j'adore faire des formations, des conférences, c'est ma passion. Donc faire quelque chose qui nous passionne, c'est toutes des choses qui aident.
Oui, c'est toutes des choses qui aident puis qui sont plus nécessaires que jamais. J'ai beaucoup été intéressé lorsque vous avez parlé il y a quelques instants, là, justement, pas de réinsertion sociale, je ne le dirais pas comme ça, mais de ramener au travail, ou de faciliter l'entrée au travail de certaines personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement, que la société québécoise en général pourrait faire de mieux ou de plus pour être capable de mieux réintégrer ces gens-là? Mais d'abord, oui, réinsertion sociale, c'est le bon mot. Hein? C'est quand t'as été longtemps, tu as eu plusieurs hospitalisations, puis loin du marché du travail, c'est le bon mot. Mais à un moment donné, on va distinguer ceux qui sont loin du marché du travail à ceux qui sont proches. Okay. Quand tu sors de l'hôpital après une psychose, t'étais 3 mois, ben c'est sûr que tu vas pas travailler lundi matin. Là, on s'entend là-dessus, mais quelqu'un qui a suivi, mettons, à plusieurs mois, 1 an, qui est en thérapie, il va bien, ben là, à ce moment-là, ben ça y prend des mesures d'accommodement. Mesures d'accommodement santé mentale, ça coûte 90$ et moins. Par exemple, les gens vont stresser à avoir des commandements, c'est-à-dire des directives verbales, parce que à cause des troubles cognitifs qu'on a développés, on s'en souvient plus. Là, on stresse, on angoisse, on fait la job tout croche. Alors, si c'est par écrit, j'ai ça à faire, 2, on fonctionne très bien. Également, savoir, moi, je peux travailler 15 heures, ou moi, je peux travailler 20 heures, ou moins 30 heures, des trucs comme ça. Puis, ce qui se fait ailleurs dans le monde, surtout dans ce domaine de la santé, ils appellent ça un employeur exemplaire, c'est-à-dire que, par exemple, les hôpitaux psychiatriques pourraient dire, nous, on s'engage à avoir 30% minimum d'employés qui ont eu des troubles mentaux. Ça inclut les médecins, ça inclut les secrétaires, ça inclut les gens de l'entretien ménager, ça inclut les gens de la direction. On appelle ça un employeur exemplaire, donc, à force que tout le monde est entremêlé là-dedans, à un moment donné, on ne sait plus qui est qui, là, parce que c'est pas tatoué sur notre front. Et parce que ça va aider après ça à dire à l'entreprise privée, voyez-vous, nous, c'est parce que là, le public, il le fait pas. Hein? Le public, présentement, aller travailler dans le réseau public avec une maladie mentale, c'est bonne chance. Alors, si eux le font, on va pouvoir dire au privé, au parc industriel, nous, on le fait, ça va très bien. on vous encourage à le faire. Oui, absolument. Oui, vous avez absolument raison là-dessus. Vous parlez tantôt là, du docteur Marc-André Roy, qui a beaucoup collaboré avec vous, qui a travaillé très fort, qui d'ailleurs, là, si je ne m'abuse, une des personnes qui vous donne là, ce diplôme, là, docteur honoris causa, aujourd'hui. Parlez-nous un peu de son implication à lui, là, au docteur Roy. Lui travaille depuis longtemps auprès de ces gens-là pour faire un travail qui est essentiel, vous diriez, dans le domaine? Absolument. Le docteur Roy, il est psychiatre d'abord. Puis c'est un des psychiatres, un des premiers psychiatres qui était tu sais, quand tu sors de l'université, là, c'est lui-même qui le dit, quand tu sors de l'université, t'as une maladie, t'as des symptômes, puis t'as une fatalité, puis c'est ça qu'ils apprennent. Puis là, ils arrivent sur le terrain, puis ce qu'ils ont appris, puis ce qui se passe, ça correspond pas. Donc, il a vite développé des approches. C'est au lieu de traiter des symptômes, au lieu de traiter une personne malade, on accompagne des gens dans leur projet de vie. Ça peut être, moi, je veux retourner aux études, parfait. On va orienter les thérapies, puis surtout, on va s'assurer que la médication qu'on lui donne vient pas nuire à sa concentration. Des fois, ça peut arriver. Ou, moi, je veux dormir. Ça peut être ça, je veux dormir la nuit, parfait. On va travailler là-dessus, puis à la prochaine rencontre, on va travailler sur d'autres choses. Au lieu de dire, parle-moi, est-ce que tu entends des voix? Est-ce que tu es nerveux? Tu sais, au lieu de défiler la liste des symptômes, j'appelle ça, moi, un interrogatoire de police. Devant ça. Donc, Dr. Roy est sorti de là, d'abord, puis croire les gens, parce que souvent, on n'est pas cru. Donc, d'abord, croire les gens, puis justement, puis surtout travailler en interdisciplinarité, quel mot difficile à prononcer. Donc, avec des pharmaciens, avec des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des psychologues, etc. C'est comme ça que le docteur Roy, puis aussi de beaucoup militer pour qu'il y ait un père aidant dans sa clinique. Donc, maintenant, il y a une père aidante qui est là. Et aussi faire de l'enseignement auprès des autres psychiatres pour expliquer comment ça fonctionne. Bref, non, vraiment...
chapeau à Marc-André, vraiment, oui. Oui, je pense que ça valait la peine de le souligner, puis de souligner Absolument. aussi votre rapport à vous, Monsieur Luc Vigneault. Je rappelle, là, vous êtes vous-même atteint de schizophrénie, vous recevez un doctorat honoris causa de l'Université Laval là, pour tous les services que vous rendez de manière générale à la science et à la santé, hein, parce que la santé mentale, ça fait partie intégrante de la santé au Québec. Oui. Félicitations, Monsieur Vigneault, pour ce diplôme que vous recevez. Puis c'est excessivement intéressant de l'entendre de la bouche de quelqu'un comme vous, là, qui est passé au travers d'à peu près toutes sortes d'épreuves, puis qui a un message positif, clair à passer. Un énorme merci d'avoir été là. Merci de l'entrevue, c'est vraiment très apprécié, puis bonne journée à tout le monde.